Salut, chers rebelles du capital, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, Trump sort et sonne la cloche à la bourse de New York et tout le monde devient fou en chantant USA, USA, USA. Je veux dire, l'attitude ici aux États-Unis est euphorique. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Et je pense que d'une certaine manière, c'est vraiment, vraiment bien. Je pense que le syndrome de dérangement Trump est en train de disparaître et que les gens peuvent vraiment s'exprimer sur l'ingérence du gouvernement. Je sais que Bill Maher est sorti l'autre jour en disant qu'on devait réduire la réglementation pour tout le monde. Je veux dire, ça va dans le sens de ce que j'ai dit sur cette chaîne. Je pense que le récit a vraiment changé et je pense que c'est un énorme, 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 énorme point positif. Mais d'un point de vue économique, il faut regarder autour du monde et il faut regarder la Chine. Ouais, regarde l'Allemagne, la zone euro, le Royaume-Uni. Regardez ce qui se passe au Canada en ce moment. Regardez ce qui se passe en dehors des États-Unis. Et demandez-vous premièrement, est-ce que les États-Unis peuvent soutenir l'économie mondiale? C'est ce que je voulais dire par est-ce que les États-Unis peuvent faire l'impossible? Ou est-ce que les États-Unis peuvent éviter de suivre le chemin de la Chine, du Canada, de la zone euro, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, etc. Alors, essayons de réfléchir à tout ça et de relier quelques points. Tout d'abord, allons sur la page d'accueil de CNBC. Et c'est juste moi qui clique dessus. La Chine met l'accent sur son plan pour stimuler la croissance en tête de son agenda. C'est la réunion qui fixe l'agenda ici. Donc, on va entrer dans cet article dans un instant. Mais je peux juste vous donner un aperçu rapide de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Le marché européen est stable après que la Banque centrale européenne ait réduit son taux de 0,25 points. L'inflation en Inde ralentit. Ensuite, on va voir ce qui se passe au Canada. Selon le Wall Street Journal d'hier, la Banque du Canada a effectué sa deuxième réduction consécutive de taux d'intérêt de 0,5 points. La Banque centrale dit qu'elle va adopter une approche plus progressive à la politique des taux. Ouais, c'est ça. Et juste ici, on voit que la BCE réduit les taux. La Banque centrale suisse réduit aussi les taux. Et au fait, la Réserve fédérale va probablement encore réduire les taux. En fait, une autre histoire que j'allais aborder un peu plus tard, c'est comment les prix à la production ont augmenté, plus que prévu. Et puis, vous avez regardé ma vidéo hier, on a vu que l'IPC, du moins le chiffre principal, a augmenté à 2,7. Mais la probabilité que la Fed réduise de 25 points de base ici, tout comme elle l'a fait en 2007 pour réaliser cela, du moins la première moitié de ce cycle, était 99%. Maintenant, allons-y. Voyons voir. Regardons le CME. FedWatch, et voyons si les probabilités ont changé maintenant qu'on a ce chiffre de l'IPP plus élevé que prévu. Les prix à la production, d'accord, ça a légèrement baissé, mais ça est passé de 99% à 98%. Donc, il faut vraiment se gratter la tête et se dire, toutes ces banques centrales réduisent les taux. La Chine est en train de paniquer. Et on va en parler, tu sais, des mesures de relance, le stimulus bazooka. Le taux de chômage au Canada, au fait, est presque à %. Je veux dire, parlons de la règle somme, bon sang. Et ce ne sont que, tu sais, des morceaux de données là. Donc, il faut vraiment se gratter la tête et se dire, d'accord, si nous, aux États-Unis, on s'en sort si bien, et si les prix à la consommation et les prix à la production augmentent, pourquoi diable la Fed continue-t-elle à réduire les taux? Pourquoi font-ils ça? D'accord, on pourrait dire qu'ils sont un peu inquiets à propos de notre taux de chômage à 4,2, 4,3, mais c'est toujours historiquement bas. C'est un peu déroutant, c'est toujours historiquement bas. C'est un peu déroutant, non? N'est-ce pas? Donc, quelqu'un est en position irrégulière, non? Soit la Fed réduit les taux alors qu'elle ne devrait clairement pas le faire, soit la Fed réduit les taux et l'euphorie qu'on voit sur le marché boursier, ça, c'est un peu décalé. Lequel est-ce?
Je veux dire, je te laisse le soin de juger, mais je pense qu'on devrait vraiment commencer à analyser ça et poser des questions, je pense, difficiles, et peut-être mieux formuler des questions complexes. Alors maintenant, revenons à ce qui se passe spécifiquement en Chine. Je veux dire, on en parle sur la chaîne sans arrêt depuis, bon sang, 6 mois. Comment ils luttent contre la déflation, pas la désinflation, mais carrément la déflation, tu vois. Et ce n'est pas le bon type de déflation. C'est là où la demande agrégée s'effondre complètement. Donc, la Chine met l'accent sur des plans pour stimuler la croissance. D'accord, quels seraient ces plans? Mais laissez-moi. Je suppose que c'est faire exactement la même chose, que vous avez toujours fait et juste espérer un résultat différent. Donc, la définition de la folie. J'ai les points clés à aborder. La Chine a tenu sa conférence annuelle sur le travail économique mercredi et jeudi, selon le Daily Evening News. D'accord. Les dirigeants de haut niveau affirment que le récent changement de politique inclut des plans pour augmenter le déficit fiscal. D'accord. Donc, encore une fois, on fait juste plus de la même chose. Vous voyez, c'est l'un des principaux problèmes avec l'économie keynésienne. Vous pensez que cette approche descendante, que vous pouvez simplement stimuler. L'économie, ça ne fonctionne tout simplement pas. Et puis, quand ça ne fonctionne pas encore et encore et encore et encore, la réponse n'est pas, eh bien peut-être que ce stimulus gouvernemental ne donne pas les résultats escomptés. Non, 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 ça ne peut pas être une possibilité. C'est juste qu'on n'a pas assez stimulé. Je veux dire, allez quoi? Regardez le Japon, combien de QE ont-ils eu? 20. Je veux dire, je ne sais pas, mais je veux dire, ils en ont eu plusieurs. On pourrait penser que quelqu'un viendrait et se gratterait la tête en disant « Wow, peut-être que le QE ne fonctionne pas. » Peut-être. Que ça rend les choses pires. Non. Peut-être que c'est un sédatif. Pour l'économie, peut-être que ce n'est pas un stimulant. D'accord, continuons ici. La Chine annonce généralement l'objectif de croissance pour l'année entière et le déficit fiscal lors de l'annuelle réunion parlementaire. D'accord, blabla. La conférence annuelle de planification économique. Oh là là, j'adore ce titre. La conférence annuelle de planification économique. Mon Dieu. Ça te dit tout ce que tu dois savoir là. Dirigée par le président chinois Xi Jinping, elle a appelé à une politique budgétaire proactive ainsi qu'à l'augmentation du déficit en émettant plus d'obligations ultra longues l'année prochaine. Encore une fois, tu fais juste plus de ce que tu as fait dans le passé, ce qui n'a pas du tout fonctionné. C'est fou ce que tu as fait dans le passé qui n'a pas du tout fonctionné. C'est fou. Tu sais, je ne veux pas m'éloigner du sujet ici, mais j'adore ça. Josh, je ne sais pas si tu peux voir ça. RFK Jr. dit à Jim Cramer que les médicaments pour la perte de poids ne devraient pas remplacer une alimentation saine. Je veux dire, regarde, j'adore RFK et j'adore son message. Mais c'est vraiment triste de penser qu'on a besoin de quelqu'un pour dire ça en ce moment aux États-Unis. Je veux dire, n'est-ce pas complètement évident? Les médicaments pour la perte de poids ne devraient pas remplacer une alimentation saine. D'accord. Quoi qu'il en soit, revenons à ça. Le sentiment a été repris lors d'une réunion de haut niveau du Politburo lundi, le deuxième cercle de pouvoir le plus élevé du Parti communiste chinois, qui a indiqué que des mesures de politique monétaire modérément accommodantes seraient mises en place, n'étaient pas apparues depuis les profondeurs de la crise financière mondiale en 2008. Donc, encore une fois, on se concentre énormément sur les États-Unis pour des raisons évidentes. Mais il faut comprendre que peu importe à quel point tu es optimiste sur le marché ou sur cette pièce de monnaie même XYZ qui est en Chine en ce moment, leur crise économique rivalise avec ce que nous avons traversé en 2008, 9, 10, 11, pendant cette période. C'est juste un constat. Et au fait, c'est la deuxième plus grande économie du monde. Alors, maintenant, revenons à ce qui se passe juste au nord de nous, comme dirait Trump, dans le 51e État. Ouais. On a le taux de chômage canadien. Comme je l'ai dit, ça a atteint son point le plus bas ici à 5, mais mec, ça monte à 6,8 en ce moment. Donc une augmentation de 1,8%. Ouais. Tu veux parler de déclencher la chanson? Je ne sais pas si la règle de la chanson s'applique à la Chine. Canada
mais je ne sais pas pourquoi ça ne le ferait pas. Parce que, tu vois, ce que je veux commencer à réfléchir ici quand on essaie de répondre à la question, est-ce que les États-Unis peuvent soutenir l'économie mondiale? C'est juste par une consommation pure. Et est-ce que les États-Unis peuvent éviter ce qui semble inévitable dans d'autres endroits en dehors des États-Unis? L'économie nationale ici, comme on l'a dit, tu sais, le Japon, la Chine, la zone euro, l'Allemagne, le Canada, etc., Royaume-Uni. Alors, ce que je voulais faire rapidement ici, c'est afficher les États-Unis. Alors, prends une sorte d'image mentale de ce graphique juste ici. Et puis, regardons rapidement les États-Unis. Je veux dire, c'est presque identique. Et ça remonte à 2015. Si on le pousse à fond, maximisons le Canada. Ici. Alors, regarde ça. Je suis curieux de savoir ce qui se passe pendant une récession ici. Alors, commençons par 1980. Donc ça, c'est le Canada, au fait. Alors, regardons les États-Unis. En 1980, on sait ce qui s'est passé là-bas. Donc, tu suis ça. Tu suis la récession ici. Tu suis la récession des dot-com. Tu suis la crise financière mondiale. D'accord. Donc, on sait ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, regardons le Canada ici. Donc, on sait pour 80, la récession de 90, les dot-com, ouais, légèrement. La crise financière mondiale, je veux dire, ce n'est pas une corrélation à 100%, mais bon, c'est probablement 90%. Donc, encore une fois, vous essayez de réfléchir aux probabilités des États-Unis, être capable de maintenir, disons, des niveaux de croissance élevés, ou peut-être mieux dit, d'éviter ce qui semble inévitable dans des économies développées comme le Canada, que ce soit la politique de la Banque centrale ou le taux de chômage, il y a eu une telle corrélation massive au cours des, disons, 40 dernières années. Encore une fois, il n'y a pas de certitude, n'est-ce pas? On essaie juste de réfléchir aux probabilités et de faire ça de manière objective. Et au fait, vous savez, voici juste une histoire. Si vous n'avez pas suivi ce qui se passe en Allemagne, ils sont vraiment en difficulté. En ce moment, en ce qui concerne leur économie, Volkswagen a dû fermer certaines de ses usines en Allemagne. Je veux dire, quelque chose qui était complètement inconnu avant la maladie de Servasius et vraiment des choses sans précédent avec lesquelles ils doivent faire face ici. Et si vous regardez juste les nouvelles, vous savez, pour l'Europe, je tape juste Europe récession ici et vous avez l'économie allemande ou les difficultés économiques de l'Allemagne qui s'aggravent, des récessions consécutives se profilent, l'Europe se dirige vers un ralentissement alors que ses plus grandes économies luttent contre la crise chez elles. Je veux dire, encore une fois, les gars, on doit, vous savez, un peu. Je sais qu'il est facile de se concentrer uniquement sur les États-Unis et de devenir vraiment hyper focalisé là-dessus, mais pour réfléchir à ce qui pourrait se passer en 2025, il faut prendre du recul et regarder ça d'un point de vue global à 30 000 pieds et prêter attention à ce qui se passe autour du monde, parce que typiquement, on a ce qu'on appelle une économie globalement synchronisée. Maintenant, ça donne l'impression que mon scénario de base, c'est qu'il n'y a absolument aucune chance que les États-Unis évitent ce qui se passe à l'échelle mondiale. Mais je ne sais pas si j'irai aussi loin. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous savez, pour vous donner ma prédiction absolue, c'est difficile parce que, comme je l'ai dit, c'est une question très complexe. Mais juste parce que c'est complexe, je ne pense pas qu'on devrait l'éviter. Je pense que c'est une question question importante à aborder ici. Donc, voici les exportations des États-Unis. Donc, je réfléchis à ça de manière super basique, probablement trop simpliste. Je me demande juste, d'accord, comment les États-Unis dépendent-ils des autres pays? D'accord? Eh bien, évidemment, pour les importations. Mais si les économies ralentissent, disons que la Chine traverse un véritable effondrement, c'est quelque chose qui est même pire que la crise financière mondiale aux États-Unis.
Est-ce que ça veut dire que leurs importations vers les États-Unis diminueraient et donc affecteraient le PIB des États-Unis? Vous savez, en mettant de côté les tarifs, probablement. Pas. D'accord? Parce que si je suis un producteur, à moins que je ne fasse complètement faillite, mais en supposant que je ne fasse pas faillite et que les États-Unis soient mon client et que je sois en Chine, ça va me permettre de continuer. D'accord? Les États-Unis, le consommateur va me permettre de continuer. Donc, je ne sais pas. Je veux dire, évidemment, il se passe quelque chose là-bas. Il y a des effets d'entraînement. Rien ne se passe dans un vide. D'accord? Mais je ne sais pas si ça aurait un impact dramatique sur l'économie des États-Unis. Donc, vous pensez à ce qui se passerait et si la consommation diminue dans des endroits comme le Canada, la Chine, juste pour dire les endroits où nous exportons, parce que rappelez-vous, même si nous avons un énorme déficit commercial, nous exportons beaucoup, n'est-ce pas? Et regardez ce graphique économique commercial juste ici. Et vous pouvez voir qu'en ce moment, nous exportons environ 270 milliards de dollars de biens chaque mois. Chaque mois. Alors supposons que ces pays vers lesquels nous exportons, la demande diminue considérablement parce qu'ils entrent en récession. Donc je parle de la zone euro, je parle du Royaume-Uni, je parle du Canada, je parle de la Chine. Oui, nous exportons des choses vers la Chine. Alors, supposons juste un instant. On passe de 260, 60 à disons où nous en étions en 2016, d'accord? 180. Alors disons juste que, pour simplifier les calculs, nos exportations au total diminuent de 100 milliards par mois à cause du manque de demande agrégée ou de la baisse de la demande agrégée en dehors des États-Unis. Donc, ça voudrait dire qu'on passe de, disons, 260 à 160. D'accord. Donc, ça fait 100 milliards par mois. Donc, ça fait 1,2 trillion. Oh oui, par an. Alors, disons qu'on a 1,2 trillion enlevé du PIB. D'accord. Donc, on parle de, voyons voir, des États-Unis. Le PIB, en ce moment. Non, 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 je veux le nominal. Voyons. Voir les États-Unis. PIB, nominal. D'accord, donc appelons ça 30. Donc, on a, disons, juste qu'on a 1 trillion en moins sur le PIB. Donc, ça, ouais, je veux dire, je suppose que ça fait bouger les choses, non? J'essaie de réfléchir en termes de récession technique aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de choses en jeu là-dedans. Mais si on avait 1 trillion juste coupé directement du PIB à cause de nos exportations, les exportations qui baissent, ouais, ça pourrait nous plonger dans, je devrais y réfléchir, mais ouais, ça pourrait nous plonger dans une récession technique. Mais est-ce que ça garantit à 100% une récession technique? Non, ça ne le fait pas. Donc, je pense que si, vous savez, je passe à travers ça très, très rapidement ici. Et encore une fois, c'est vraiment trop simpliste. J'essaie juste de passer en revue ça et de vous en parler pour que vous puissiez aussi réfléchir à tout ça. Parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est enterrer notre tête dans le sable et se concentrer de manière myope sur les États-Unis en faisant comme si l'économie mondiale n'avait pas d'importance. Je veux dire, on ne veut pas faire ça, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que c'est une inévitabilité à 100%, que les États-Unis suivent le même chemin que la Chine. Donc, il y a beaucoup de zones floues là-dedans. Donc, je pense que ce qu'on doit faire, c'est comprendre ça, ce qui se passe en dehors des États-Unis, et ensuite comment ça pourrait impacter les exportations, comment ça pourrait impacter les importations. Je veux dire, on n'a même pas encore parlé des tarifs, n'est-ce pas? Je veux dire, qu'est-ce que ça fait? C'est une toute autre variable qu'il faudrait prendre en compte dans l'équation. Évidemment, quelque chose d'extrêmement important. Mais je pense que la principale conclusion que je tirerai de cette vidéo, c'est: est-ce que je pense que les États-Unis peuvent soutenir l'économie mondiale?
Certainement pas, certainement pas. Parce que le consommateur n'est tout simplement pas si fort, vous le savez, ça. On en a parlé hier. Je veux dire, à quel point l'économie est-elle forte quand vous la regardez à travers les yeux de vos amis et de votre famille? Vous savez quel pouvoir d'achat supplémentaire ont-ils en ce moment par rapport à 2019? Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous diriez que vous avez moins de pouvoir d'achat, même si vos salaires nominaux ont augmenté, parce que les prix à la consommation ont augmenté dans une plus grande mesure que les choses que vous achetez au quotidien. Donc ça veut dire que supposons que la plupart des Américains soient juste comme, vous savez, je dirais qu'ils le sont. Je veux dire, si vous regardez à quel point la victoire de Trump était significative, je pense que ça dit tout ce que vous devez savoir sur ce que l'Américain moyen vit aux États-Unis. L'économie en ce moment, ils ont du mal. C'est ça. Donc, le fait. Donc, pensez que l'Américain moyen peut simplement soutenir l'économie chinoise ou l'économie canadienne ou la zone euro, juste par une consommation accrue. Je ne vois pas ça comme une probabilité élevée. Maintenant, répondons à la prochaine question. Est-ce que les États-Unis peuvent faire l'inverse de ce qui se passe dans toutes ces autres économies développées? Là, je veux dire, je suis partagé. Je pense que c'est peut-être, est-ce possible? Oui. Est-ce probable? Non. Est-ce plus probable qu'avant les élections? Je dirais oui. Je veux dire, je n'essaie pas de... Je tourne autour du pot sans donner de réponse claire, mais c'est probablement le mieux que je puisse faire. Parce que quand on en vient aux choses sérieuses, il y a beaucoup de facteurs en jeu ici, beaucoup de variables, et ces choses deviennent très, très difficiles à prédire, mais tu sais, je pense que cette corrélation reste la même, mais je pense vraiment que c'est un point positif que l'attitude de nombreux Américains en ce moment soit très, très positive, pro-croissance et évidemment, prête à prendre des risques, c'est sûr. Et je veux dire, Josh, je n'ai même pas encore abordé la plus grosse nouvelle du jour. Et évidemment, la plus grosse nouvelle du jour quand on parle de prise de risque, c'est que Fartcoin vient de dépasser une capitalisation boursière de 570 millions de dollars. Donc, si tu veux parler de comment, pour le meilleur ou pour le pire, euphorique, c'est aux États-Unis, je pense que Fartcoin est un excellent indicateur de l'attitude à prendre des risques, disons, que l'on voit en ce moment aux États-Unis. Les marchés. Et au fait, Hedjai a tweeté ça. Et moi aussi, j'ai tweeté ça. Je pense que ça va vous faire rire. Et c'était avant qu'il, je pense, dépasse une capitalisation boursière de 570 millions. Mais il y a environ 3 heures, selon Hedjai, la capitalisation boursière de Fartcoin est maintenant supérieure à 38%. De toutes les entreprises américaines cotées en bourse, c'est Fartcoin. Donc, si tu veux une recommandation ici sur la chaîne Rebel Capitaliste, tu l'as entendu directement de George Gammon. Allez-y, ouvrez votre compte crypto et assurez-vous de préparer le camion de Brinks. Parce que je pense que Fartcoin va exploser à la hausse. Sans jeu de mots. On vit dans un monde fou, n'est-ce pas, Josh? Et sur cette révélation, les gars, profitez du reste de votre après-midi. Et comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté, le marché libre, le capitalisme. On se voit dans la prochaine vidéo.